Écoutez, comme, comme souvent, bon, ceux qui viennent de se connecter, donc je souhaite un RF Tov et que tout le monde soit en bonne santé. On a besoin de santé, hein, on a besoin de santé, on a besoin de force hein, pour servir Hachem. Et je suis souvent consulté pour le chinour avec les enfants, comment. Et il y a une femme qui me disait qu'elle est souvent nerveuse et qu'elle crie sur ses enfants et même elle lève la main parfois. Alors je vais rapporter une histoire que j'avais lue qui est pratiquement identique, où une femme en Yéchidout avait demandé au rabbi, elle disait qu'elle n'arrivait pas à se retenir, ses enfants étaient insupportables et qu'elle demandait une aide pour faire comment faire pour ne pas lever la main sur ses enfants, qu'elle adorait par ailleurs. Il est clair qu'elle aimait ses enfants, c'est une femme normale et tout, mais bon. Et les petites néchamotes, hein, comme vous connaissez l'histoire de quelqu'un qui avait dit un rébé de Pologne lui avait dit vos enfants, c'est de vrais chayotes, c'est de vrais bêtes féroces, c'est de vrais chayotes. Le rébé en souriant, il a répondu oui. C'est des chayotes à kodesh, c'est des chayotes de saintes. C'est vrai, quand ils sont jeunes, ils ont une énergie débordante, mais bon, Hachem, quand ils la canalisent, ben, ça donne au Hachem des bons juifs qui servent Dieu, qui sont des bénis Bechor Israël, les enfants d'Hachem, avoir cette gava de savoir qu'on a été choisi et que noblesse oblige, donc on doit se comporter bien toute notre vie. Donc je reviens à l'histoire. Le rabbi lui fait un sourire et lui dit écoutez, sachez une chose, qu'il y a 3 shoutafim dans la conception d'un enfant. Il y a bien sûr papa et maman, et il y a Dieu, les 2 âmes, qui chapeautent tout ça. Donc il dit à la dame, madame, si vous arriviez à vous travailler pour ressentir que lorsque vous frappez votre enfant, vous frappez aussi l'enfant d'Hachem, peut-être que vous réfléchirez un peu plus avant de lever la main sur lui. Une histoire comme ça, un flash, mais imaginez qu'on fasse un travail là-dessus. Imaginez un petit peu qu'on fasse frapper l'enfant d'un autre, ça ne viendrait pas à l'idée. C'est pas notre lot, c'est pas à nous. L'eau moutal à nous, ça ne repose pas sur nous. Si maintenant on a une pleine conscience que c'est notre enfant, c'est le Fils de Dieu, on hésitera. Bon, c'est un travail encore une fois, hein, c'est des mots qu'on entend comme ça, mais c'est bien de quelquefois, on réfléchit, vous êtes marché dans la rue, dans la choule, on dit voilà, ça, mes enfants, c'est un trésor que Dieu m'a donné, donc je dois y faire très attention, et même quelquefois, il faut reconnaître qu'ils sont insupportables, ils ont des comportements qui sont difficiles pour nous. Bon, voilà, pensez que c'est les enfants de Dieu et qu'on ne fera pas les enfants d'un autre. Calvachomer a plus forte raison quand ce sont les enfants de Dieu. Voilà la petite histoire que je vous rapportais. Et cette semaine, donc, je vous invite à faire une lacha qu'on laisse très souvent pour la fin. On fait d'habitude bichoul, borer, cuire et trier. C'est un lacha de bonnet. Bonnet veut dire construire. Vous savez tous que construire, c'est bien sûr interdit. On faisait le binyan du Beth Amikdash, du Mishkan, d'abord dans le désert, et donc pour nous, le fait d'être bonnet de construire est interdit minatora. Qu'est-ce que c'est bonnet? Bonnet, de traduction simple, ça veut dire prendre des éléments épars, torpillés, des pierres, les mettre ensemble et faire une construction. Prendre du bois, faire une petite maisonnée en bois. Ça, c'est, de manière générale, construire. Mais il n'y a pas que cela. Faire un Oel Kavoua. Vous faites un toit, même qu'il n'y a pas de méchitzon. Il n'y a pas de clôture. Mais le toit est fixe. Imaginez par exemple, vous avez 4 piquets dans votre jardin et vous décidez d'étendre un plastique pour vous protéger de la pluie, vous l'attendez, mais de manière définitive. Vous le fixez bien, ça y sortira. Ce n'est pas une construction, si, certes, c'est une construction, vous avez fait un toit. On verra tout à l'heure qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on a une souka et qu'on veut la recouvrir avec un plastique, qu'on verra tout à l'heure. Mais en tout cas, si on a un moyen de fixer comme cela dans son jardin ou un plastique et que cette chose est définitive, ça Minatora. Ça s'appelle faire un OL. Je poursuis donc l'étude de cette nachala. Vous avez par exemple, quand je dis une construction, déjà, j'ai parlé d'une maison, j'ai parlé d'un toit. Ça peut être un maasé paout, un tout petit maasé qui peut être hayab mishum bonnet. Imaginez par exemple que vous fassiez un trou dans le mur afin d'y apposer un clou, un crochet sur lequel vous allez mettre une toile par exemple. Faire un petit trou dans le mur, c'est un binyan. Vous avez fini quelque chose. Vous avez fait un trou
qui va servir de réceptacle à un crochet et qui va servir à accrocher une toile ou bien un birkat Amazon ou bien un Yehiratson ou toute autre chose. Donc faire un trou déjà dans le mur de manière positive, ça sur Minatora. Inversement, si on veut égaliser un mur, on a fait beaucoup de trous dans le mur, et maintenant on veut tout égaliser pour par exemple peindre. Le fait de mettre du mastic ou un produit quelconque pour boucher les trous, c'est aussi la mlacha de bonnet, de construire. Donc, vous voyez, bonnet, c'est aussi bien construire un grand bâtiment que faire un tout petit acte qui améliore le confort de votre maison. Voilà. Je reste toujours dans les toldotes, dans les dérivés de bonnet. Vous avez par exemple Megaben Gvina, vous faites du fromage. C'est quoi faire du fromage? C'est en fait arriver à faire en sorte que les éléments gras qu'il y a dans le lait se rassemblent, fassent une boule, et puis le liquide qui reste, c'est ce qui s'appelle du lactosérum, bon, on l'enlève. C'est bonnet. Alors, dans votre quotidien, ça veut dire quoi? Si vous êtes amené parfois à faire du fromage blanc à la maison, quelquefois on met un petit produit qui fait tourner le lait. Mettez du citron. Le lait tourne. Le lait tourne, ça veut dire que les éléments gras qu'il y a à l'intérieur, la crème, etc., qui est à l'intérieur du lait, se coagulent, ça fait une boule, elle tombe. Et ensuite, quand on veut faire du fromage blanc bien gras, bien bon, on passe ça dans un tissu quelconque, le liquide s'en va et il reste le fromage. Ben, si on fait de mettre un produit qui va coaguler en quelque sorte ce lait, c'est mégaben, ça s'appelle mégaben, faire du duina, c'est bonnet. Assemblage de petits morceaux. Intéressant, vous voyez. Vous avez aussi une discussion dont on va parler. Binyan Bekelim, construire des ustensiles. La mlacha de construire existe aussi dans les ustensiles, bien que la Gemara emploie cette phrase, elle nous dit En binyan vestira bekelim, donc il n'y a pas. Mais bon, il y a tellement de règles qu'on fait extrêmement attention à binyan bekelim. Un exemple tout simple, tout simple. Vous avez un marteau, vous avez le manche du marteau et vous avez le fer. Vous prenez le manche du marteau et vous l'enfoncez fortement dans le fer du marteau et vous le fixez bien comme il faut, bien fort, afin d'utiliser le marteau. Donc, vous finissez le keli. Pour de très nombreux poskim, on transgresse l'interdiction de bonnet. Certains disent que dans ce cas-là, c'est une marloquette, c'est une version d'opposition dans la Gemara, que certains disent que c'est makeba patish. On transgresse l'interdiction du dernier coup de marteau. Un coup de marteau. Créer quelque chose. Créer un keli de rien, on en fait un keli. Bon. Mais en tout cas, beaucoup pensent que c'est bonnet. Donc, ouais, bonnet, ça peut exister aussi, même dans les petits ustensiles. Créer un marteau, on verra tout à l'heure. Dans certains cas, vous avez une brosse et un manche à balai, et on fixe fortement dans le trou du manche à balai, on met le manche en question, et il va rester là-bas de manière définitive. Donc, vous avez créé un balai, quoi. Vous avez façonné un balai. Pour beaucoup de nos décisionnaires, on est chayav, hein, on transgresse de construire. Voilà. Ça, c'est donc, je passe en revue rapidement donc la melacha d'origine, hein, le Av Melacha qui est construire quelque chose, vraiment rassembler des parpaings, rassembler du ciment, etc. Comme des petits, un titre de dérivé, un titre de tolda, vous avez tous ces actes qui consistent donc à boucher des trous, à faire un trou qui va nous servir à quelque chose, égaliser le sol. À cause de ça, on verra que se frotter les chaussures, par exemple, plein de boue, dans certains cas dans le parterre, peut avoir un problème d'égaliser le sol. Mashvegumot. Ça peut être problématique. On construit quelque chose. Si dans votre maison, vous avez, bon, ça n'existe plus de nos jours, on a des maisons avec du carrelage et tout, mais il faut voir dans le jardin, par exemple, vous avez des bosses. Le fait d'égaliser votre jardin et d'enlever la bosse, c'est-à-dire en train d'être bonnet quelque chose. En train de construire, on égalise. Alors, après cette. Juste, si on peut poser une question, bonsoir. Il n'y a pas même arrière aussi dans l'idée d'égaliser, même quand vous parliez de reboucher des trous. Oui. Quel mot vous dites? Est-ce qu'il n'y a pas quoi? Même arrière, lycée. Non, mais mariard, c'est dans la terre, c'est bonnet. Mais mariard, c'est dans les pots. On lissait Dans des les pots. pots. D'accord. Le fait de lisser le sol, comme c'est tout ce qui est pour bas la carcasse, c'est bonnet. Vous voyez? Donc,
Mémaréa, D'accord. c'est le concept de voilà, d'Élysée, à connaissance, mais pas des crèmes sur le visage, sur les mains, etc., parce qu'on lisse les peaux. Mais quand D'accord. c'est lié au sol, c'est bonnet. D'accord. Alors maintenant, on va passer donc après, donc, je garde toujours le plan des potes qu'on a depuis le début. Donc, on définit d'abord la mlacha, on donne le havla de l'étoldot, et puis on arrive aux applications pratiques, comment ces malachot compliquées là, qui étaient dans le Mishkan peuvent descendre dans notre quotidien, on va dire, shabbatique, tous les shabbats. Un cas que j'ai vu, pour ce que j'en parle, tout ce qui est, nous disions, lié au sol, lié à la maison, dès qu'on fait un acte qui nous intéresse et qui parfait la maison, qui l'arrange la maison, qui amène à une certaine évolution positive, c'est interdit. Un cas très simple. Il m'est arrivé de voir chez des personnes, ils avaient une porte qui était enlevée de ses gonds, elle était posée sur le mur. Ils avaient enlevé cette porte pour faire du papier, encoller du papier à mettre sur les murs. Une très belle chambre avec du papier encollé, très joli. Donc, il n'avait pas d'étal, il n'avait pas de grandes planches de bois. Donc, ils avaient deux tréteaux, ils ont pris une porte, ils ont enlevé des gonds, puis ils ont mis la porte sur les tréteaux, ils ont commencé à encoller leur papier et coller le papier, ça fait une très jolie chambre. Il y a personne, Beth Mimout, Shabbat, dit, oh là là, il a pris sa porte, il a nettoyé et il a remis dans les gonds. Ça fait que remettre une porte dans ses gonds, c'est Chiyuv Minatora, c'est bonnet Minatora. Parce que quand on les met dans les gonds, c'est de manière définitive, l'intention de la enlever après, mais une fois que la porte est dans ses gonds, normalement c'est définitif, ça reste dans ses gonds. Donc le fait de mettre une porte dans ses gonds, une fenêtre dans ses gonds, on a enlevé une fenêtre, on veut la remettre pendant Shabbat, on est bonnet. Et l'inverse, vous avez le contraire de bonnet, bonnet vaisseau-terre. Construire et démonter. Je ne veux pas dire Oui, détruire. Parce que le concept de détruire. J'ai mis dans un petit bol, j'aurais pas dû. Voilà, que le concept de détruire en français, c'est abîmer quelque chose. Or, abîme, on n'est pas khayab. C'est interdit. Non, non, pas pour l'instant, c'est chaud, Laura, c'est chaud. C'est chaud. Bon. C'est chaud. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Rav Zerbib. Attendez une seconde, je suis en train de voir si C'est bon, vous pouvez y aller. J'ai l'impression que On vous voit pas, on vous voit pas. Voilà, c'est bon là. Je suis en train de vérifier quelque chose. J'ai peur que mon. Voilà, petit problème technique, mais ça va revenir. Il y a un petit problème technique a priori. On attend que ça revienne. Donc, je disais, il y a bonnet vaisseau-terre. Bonnet vaisseau-terre. Donc, le fait, je disais, d'enlever une fenêtre, imaginez que vous ayez des invités, bien invités qui viennent à la maison, il y a un femme qui vient à la maison, oui, il vous manque une table. Alors, quelqu'un a le réflexe, il dit, qu'à ne tienne, ne vous inquiétez pas, je prends ma porte, j'enlève la porte des gonds et je la mets sur deux. J'ai deux tréteaux, ça y est, ça me fait une table, on met une nappe dessus et tout. Attention, c'est Chayav Minatora. C'est Chayav Minatora parce que c'est sauter à Minaklibnot, c'est détruire dans l'intention de construire après, parce qu'on va la remettre après votre fenêtre ou votre porte dans les gonds. Donc, le fait d'enlever des gonds, c'est interdit. Excusez-moi, allez-y. juste enlever la porte sans faire de table, c'est permis ou pas? Alors, si vous enlevez la porte gratuitement pour rien du tout, vous faites la bnacha de bonnet pour rien. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas khaya parce que c'est ce qu'on a expliqué déjà
les mois précédents, c'est Mlacha Shenasra de Goufa. C'est comme si vous cuisez pour ne pas manger la chose que vous cuisez. Vous cuisez pour rien. Mais vous avez fait la Mlacha de bonnet. Je vais vous dire pourquoi je pose la question. À l'époque, à la Yeshiva, quand ils fermaient la porte pour ne pas monter dans les chambres, il y avait certains Bachorim qui enlevaient la porte pour ne pas monter, sans construire, mais ils disaient on n'a pas le droit de la remettre. Et ben voilà. Et ben, c'est très, très, très intéressant ce que veut ces Bachorim. Et c'est vrai qu'ils ont raison, on n'avait pas le droit de la remettre, mais le fait de l'enlever, ils ont transgressé l'interdiction de sauter. Vous pouvez leur dire à ces Bachorim si vous les connaissez. C'est très intéressant votre question. Vous voyez, la méconnaissance, donc, ils connaissaient la moitié de la mlacha, ils savaient que remettre était interdit, mais ils ne pensaient pas que l'enlever c'était interdit. Ben oui, l'enlever ça s'appelle sauter, défaire, démonter, almenat libnot, parce qu'ils savaient très bien qu'après, à terme, le dimanche, on allait la remettre la porte. Donc c'est enlevé pour le remettre. C'est pas shoot, c'est interdit minatora, cette chose-là. Vous voyez, Razak, c'est une bonne question, c'est une bonne application de ce qu'on dit. J'élargis le débat. Élargis le débat, après je vais entendre quelques-unes de vos questions. Très souvent, vous avez des portes de placard à la maison, des portes de placard qui sont sur rail. Quelquefois, ça peut être une baie vitrée qui donne sur la terrasse, qui est sur rail. Il arrive parfois qu'à la suite de l'usure du rail, la porte en question, quelquefois, elle se déboîte, elle sort à l'extérieur. Le fait de remettre la porte de placard ou la porte de votre salle à manger sur les rails, ça aussi, c'est bonnet. Parce que quand elle n'est pas sur les rails, c'est très, très difficile à fermer. En la mettant sur les rails, vous finissez en quelque sorte le binyan. Donc, c'est absolument interdit. Si c'est interdit minatora ou midarabanan, bon, c'est un bon sujet à développer au kollel ou à la yeshiva, mais en tout cas, à sourd, c'est sûr que c'est interdit. Donc, faites bien attention si vous avez des portes de placard, faire attention qu'elles soient bien dans leur rail pour les ouvrir ou fermer, et sinon, vous n'avez pas le droit, vous pouvez les ouvrir, mais il ne faut jamais, en l'ouvrant ou en l'enfermant, faire en sorte que la porte récupère ses rails. C'est une construction, pas shoot, c'est une construction. Ça, c'est quand la porte, quand c'est des placards qui sont en fait dans la maison elle-même, ou ça change rien que si c'est un. Ça ne change rien, parce que vous savez très bien que les placards, en général, liés à c'est des renfoncements de maison. On fait des. Ouais, mais je veux dire, si c'est un meuble, parce que là, a priori, c'est ce que vous disiez tout à l'heure en parlant de bonnet pour les kélim, enfin, ça reste quand même interdit, quoi. Alors, je vais vous dire une chose. Si le meuble, comme c'est le cas souvent, il a une mesure assez importante, il y a le volume de Arbaim Ser, c'est 360 litres. Donc, c'est vite fait, hein, c'est vite fait. C'est votre meuble qui aurait un demi-mètre sur un demi-mètre, une amas sur une amas sur 3 amas, sur 1,5 mètre. Une armoire, à part les toutes petites armoires, elles ont ce volume. C'est considéré, c'est tellement suffisamment grand pour être considéré comme un binyan mechoubar la karkas, ça sauve Torah. Et quand c'était plus petit, c'est déjà binyan bekelim. C'est moins interdit. Il y a beaucoup de détails à dire. On tâchera de les aborder. Mais dès que là, c'est un peu gros, c'est les mêmes dynimes que les portes et les fenêtres liées au sol. D'accord, merci. Alors, d'autres cas d'application de la mlacha de bonnet, autre que ce que je viens de dire ici, c'est de manière générale, lorsque vous avez une construction, mais dont le derer, c'est d'être fait de défait sur place. Par exemple, vous savez très bien qu'il y a des chaises, elles se plient, des chaises pliantes. Dans la mesure où la chaise elle est pliante et c'est le derer de l'ouvrir et de la fermer, on ne considère pas que l'ouvrir la chaise en question, ça s'appelle bonnet. C'est pas bonnet cette chose-là. Même que c'est d'une chaise importante et qu'une chaise longue, par exemple, il est permis d'ouvrir une chaise longue, de fermer une chaise longue pendant Shabbat. La même chose. Si vous avez un landau, imaginez que vous avez un landau, on promène le bébé, il y a une roue qui s'en va du landau. Prendre la roue et la remettre dans l'endroit qui lui est réservé pour repartir avec le landau, c'est un problème. Parce que vous, encore une fois, vous finissez le landau, et finir un landau, et grâce à cette finition, vous arrivez à transporter bébé, et bien c'est interdit.
très très embêtant. Hein. Bon, j'ai vu quelquefois des personnes qui se promènent avec un petit landau, une petite poussette, et puis bon, bah, quand ça me tienne, quand la roue s'en va, bah, on la remet de manière un peu lâche, un petit peu molle. Ça aussi, c'est interdit. C'est des nissionotes qu'on peut avoir, hein, ce genre de choses, donc il faut quand même être prudent. Pardon, réservé, mais juste, c'est la même chose pour Yom Tov, parce qu'à la limite, bon, sortir avec une poussette Shabbat, ça va pas être forcément fréquent, mais Yom Tov, ça serait aussi interdit? Alors, la réponse, elle est la différence entre Yom Tov et Shabbat, c'est Mlechet Ochel Nefesh, tout ce qui concerne la nourriture. Bonnet ne concerne pas la nourriture. Donc, bonnet, si je vous dis que c'est interdit de faire un OL, on va en parler tout à l'heure, qu'est-ce que c'est exactement un OL? Si je dis que je décrète que faire un OL, c'est interdit, donc ça sera interdit aussi bien Shabbat que pour Yom Tov. Vous voyez? Ok. Je continue donc là, je vais un petit peu vous faire un ensemble de petites halachot qui concernent plutôt Binyan Bekelim. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a un mot dans la Gemara qui nous dit En Binyan Bestira Bekelim. C'est la bafka, cette chose-là. Quand on fait un keli et qu'on a besoin de ce keli, un keli gamour, on a l'habitude d'être marchmir dans cela. Alors, prenons l'exemple que tout le monde connaît, c'est ouvrir une boîte de conserve. Là, tout le monde a entendu parler. Bon, je pense que tout le monde a entendu que pendant de très très nombreuses années, on préconisait de faire un trou de l'autre côté de l'ouverture, faire un trou un peu important, et puis on ouvrait par le haut. C'est quoi le vor? C'est quoi la svara? C'est quoi la logique là-dedans? J'explique la logique. Il y a des années, de nombreuses années, hein, de nos jours, le derech a changé. Les gens ne jetaient pas les boîtes de conserve, on les gardait. On gardait des clous, on gardait des vis, choses dedans. Donc, une fois que la boîte est ouverte, on avait créé un keli. Tant qu'elle est fermée, elle est à tout. Elle ne pourra pas avoir une fonction de keli qui contienne quoi que ce soit, puisqu'elle était complètement bouchée, fermée. Une fois qu'on l'a ouverte pour prendre les cornichons qu'il y a dedans, ce dont on a besoin, conserve, eh bien, on avait créé un keli et les gens, dans mon jeune temps, on avait beaucoup de boîtes à la maison. Alors, à plus forte raison, les bidons, on gardait de l'huile, on gardait toutes sortes de choses dans les bidons. Donc, le fait d'ouvrir une boîte, c'était interdit. On créait un keli. Alors, ce qui était préconisé par de nombreux décisionnaires, c'était, avant d'ouvrir de manière normale, classique, la boîte en question, vous faites un trou dans le bas de la boîte. Qu'est-ce qu'on gagne en faisant un trou? On gagne que lorsqu'on ouvre la boîte par le haut pour le vider de son contenu, les cornichons, des olives, etc., la boîte n'avait plus d'utilité puisqu'elle était trouée par le bas. Donc, de cette manière, on s'arrangeait pour qu'en ouvrant la boîte, on ne crée pas un keli. Bon, j'ai l'habitude de dire que c'est bien de continuer comme ça, ceux qui veulent ouvrir une boîte de thon, de faire un trou en dessous et puis d'ouvrir par le haut. Mais il faut savoir que de nos jours, c'est parce qu'ils me disent que de nos jours, l'immense majorité, pour ne pas dire toutes les boîtes qu'on ouvre de nos jours, on les jette. À moins qu'on veuille les garder parfois pour faire des travaux manuels, à l'approche de Hanouka, on veut s'en servir, on fait des Hanoukiot ou des boîtes de Zdaka. Ça peut arriver, certes. Mais on ne peut pas enlever que dans la métier ou dans les faits, l'immense majorité des boîtes de nos jours, boîtes de thon, boîtes de sardines, à plus forte raison, boîtes de sardines, boîtes de thon et tout, on les jette. Ce qui fait qu'il n'y a aucune kavana, aucune intention de garder ces boîtes une fois qu'on l'a ouverte, qu'on les a vidées. Donc on ne fait pas un keli behemet, parce que faire un keli, ça dépend aussi de la mahashava, ça dépend beaucoup de ce qu'on a dans la tête, la kavana qu'on a dans la tête. Dans la mesure où on n'a aucune kavana de garder ce keli, donc il n'y a pas de problème. On peut l'ouvrir et sans aucun problème le jeter, quoi. Si maintenant vous avez l'habitude, par contre, ou bien vous êtes un petit peu avant Purim ou Hanouka, vous avez besoin de boîtes pour faire une activité quelconque, alors là, dans votre attention, au moment où vous l'ouvrez, c'est aussi d'utiliser la boîte, là, ça sera complètement interdit. J'en profite de faire une petite parenthèse, et après je vais écouter certaines questions avant de passer à la suite. C'est que d'après la logique que je viens de vous dire, que l'immense majorité des gens jettent les boîtes après utilisation, il y a un point intéressant qui sort de là, c'est qu'une personne qui, une fois qu'il a ouvert son keli, alors je demande votre attention, il y a un point
Une fois qu'une personne a ouvert Fatigue. la boîte des olives qu'il y a Eh dedans, ben, je sais pas, tu sais, avec. et il décide de garder cette boîte maintenant. Une fois qu'il a fini, il a vidé, il dit je veux la garder. Sachez qu'il y a des grands poskim, parmi eux, il y a le Rav Moshe Feinstein, qui dit qu'il n'y a pas besoin de tremper ce keli, malgré le fait qu'ils soient en fer, le fer doit tremper au migvé, pas besoin de tremper au migvé. Je fais une petite parenthèse, hein, hors sujet. Pourquoi, dit-il? Il dit parce que, étant donné qu'on a l'habitude de jeter cette boîte, mais moi, une fois que je l'ai vidée, j'ai décidé de la garder comme keli, donc c'est au moment où je décide de la garder comme keli qu'elle devient keli, qu'elle devient un ustensile. Or, au moment où je décide de la garder comme keli, elle m'appartient à la boîte. Or, un ustensile qui a été fabriqué dans le reshoot d'un juif, pas besoin de tremper. Je vais vous dire pourquoi ce que je viens de vous dire est tout à fait d'actualité. C'est le problème qu'on a, que les gens demandent souvent, quand on achète une bouteille en verre. En France, avec de l'eau d'évian, dans les mariages, on vous sert souvent du Perrier, des viandes, des fois des cocates, comme autrefois, dans des verres en verre. Souvent, les gens demandent, une fois qu'on a fini la bouteille, on veut la garder. Est-ce qu'on a l'obligation de la tremper au mikvé? Alors, je vais vous donner le psak et je vais expliquer. Le psak, c'est, on le trempe sans bracha. Et je m'explique. Pourquoi sans bracha? Parce que comme je viens d'expliquer, des grands poskim, et parmi eux, c'est Rav Moshe Feinstein, il dit que ces bouteilles-là, qu'on décide de garder à la maison, après utilisation, il n'y a pas besoin de les tremper au mikvé. Peut-être parlait-il pour l'Amérique seulement. En Amérique, les gens ne gardent pas des bouteilles. Ce n'est pas le derrière de garder une bouteille. Donc, une personne qui, pour une raison quelconque, il a fini il a une bouteille d'eau de Cologne, on va dire, voilà, parfum. Il décide de la garder. Donc, c'est au moment où il prend cette décision de garder cet ustensile que cet ustensile devient un keli, un ustensile qui va garder de l'eau, de la menthe que vous allez faire dedans. Avant, en général, les gens le jettent. Regardez, on a une décharge de bouteilles ici, il y a des milliers et milliers de bouteilles. Les gens ne placent plus maintenant avec le Covid, il y a des milliers de bouteilles. Les gens jettent les bouteilles maintenant. Donc, une personne qui aurait décidé d'en garder quelques-unes ou pour les collectionner ou pour les réutiliser à faire de la menthe ou du sirop quelconque, donc il le rend keli au moment où il décide. Et quand il décide de le garder, c'est à ce moment-là qu'il devient keli. Et donc, il devient keli dans le réchou, dans le domaine du juif, donc pas besoin de tremper. Comme ça pensent de nombreux poskim. Donc, il n'y a pas besoin de tremper du tout les bouteilles, d'après ça. Bon. Malgré tout, il y a certains poskim qui discutent sur cette svara, sur cette logique que je viens de dire. Peut-être que ça va y avoir un schéma de Kelly avant, etc., etc. Donc, je vous dis, donc je finis la parenthèse. Si vous êtes amené à prendre une boîte de conserve, vous l'ouvrez, elle est en fer, en général on la jette. Vous avez décidé, cette fois-ci, d'en garder quelques-unes pour faire mettre des bonbons, bonbonnières, ou pour Hanouka, ou pour Purim, etc. Vous allez l'utiliser. Alors sachez que les Icaradines, on pourrait se passer de les tremper. Parce que c'est vous qui avez décidé que c'est un Kéli, donc il est devenu Kéli dans le réchaud du juif. C'est comme un Kéli d'un juif, il n'y a pas besoin de tremper dans le mikvé un Kéli d'un juif. Voilà. Pareil pour les bouteilles. Bon, maintenant c'est bien, c'est une bonne chose quand même, si vous voulez les garder pour un temps long, c'est quand même mieux de les tremper, mais sans bracha, d'après ce que je viens d'expliquer maintenant. Voilà, je finis ma parenthèse. Et je continue donc je reviens donc à Bonnet. Y a-t-il des questions là-dessus? Avant de continuer, posez-moi quelques questions. Pour les canettes Shabbat. Voilà, je vais arriver. Alors, j'ai une question par rapport à la boîte de thon. Posez-moi quelques questions, je tâcherai de répondre à toutes ces questions. Allez-y, d'autres questions? Juste par rapport à la boîte de thon, vous avez dit, puisque en général on la jette, même si on la garde pas même si on la jette pas tout de suite pendant Shabbat. C'est-à-dire si on la jette après Shabbat, c'est-à-dire il reste du thon et. Oui, c'est exactement pareil, bien sûr. Ça change pas. Vous la jetez après Shabbat, ça veut dire que dans votre tête, vous ne voulez pas la réutiliser. Tout le but de cette boîte, c'est de la vider de son thon, du thon, du poisson qu'il y a dedans. Donc, il n'y a pas de problème. Même que vous l'avez le lendemain, on peut l'ouvrir quand même. Ok, merci. Voilà. Alors, je vais arriver donc aux canettes, à moins qu'il y ait d'autres questions là. On réunit des questions. Une petite question. Une fois Shabbat, j'ai oublié d'éteindre le robinet d'eau chaude et je voulais donc Shabbat condamner le robinet pour pas qu'on se trompe et qu'on l'allume. J'ai pris une Shabbat, je l'ai posée sur le robinet. C'est-à-dire moi j'ai un haut robinet. Donc quand j'ai posé
serviette dessus, on aurait dit une tente parce qu'il y avait les deux côtés de la serviette et il y avait la base qui était formée par par l'évier et on aurait dit une tente. Est-ce que ça, j'avais le droit de faire? Vous voulez une espèce de forme qui s'est faite, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, j'ai jeté une serviette sur le Oui, j'ai bien- du robinet, ça a formé une tente. Alors, c'était à tour de faire ça? Il n'y a aucun problème, madame. Vous n'avez aucune kavala de faire une forme. C'est comme si vous prenez, je ne sais pas, une serviette, vous la mettez en boule, et quand vous la posez sur la table, ça fait une forme de tête et tout. C'est sûr et certain que ça s'est fait de soi-même. Vous n'avez aucune kavala de construire, et c'est à rail, c'est provisoire, donc il n'y a aucun problème dans ce cas-là. Je vais aller même un peu plus loin dans ce que vous demandez là. Certains permettent de faire, vous savez, quand on veut faire une table de Shabbat un peu jolie, on prend les serviettes en papier, on fait des petites formes. Je sais qu'il y en a qui sont très doués pour faire ça, des filles qui font ça très bien, et ils mettent la serviette avec une forme, une espèce de coque, etc., dans le verre. Donc, des fois, c'est une forme de rose. Donc, les jolis verres, dedans, il y a la serviette en forme de rose. L'immense majorité des poskim disent que Alze Omrim El Binyan Bekelim. C'est quelque chose qui va de toute façon être démonté tout de suite. Dès l'instant qu'on va se mettre à table, on va prendre la serviette, on va l'ouvrir, on va l'utiliser. Donc, on peut le faire. Kalvachomer, dans votre cas, madame, quand Bichlal n'a aucune kavana de faire une forme, ça s'est fait parce qu'on l'a mis sur le robinet, donc ça fait une forme comme ça, un peu ronde et tout, il n'y a aucun problème. Maintenant, pour en venir à ces petits joujoux, là, on fait comme ça des petits bateaux. Je me pose une question parce que je plie la petits serviette, moi. doués. C'est pareil, quoi. Si le derrière, alors là, je vais faire une différence, que si le derrière, que les enfants ils le gardent après, c'est décoratif et tout, il faut mieux éviter, parce que finalement on fait quand même quelque chose, on fait quand même un petit binyan. Mais si vraiment on le fait, on joue, et puis dès l'instant qu'on a fini, on le démonte, c'est fait vraiment pour jouer de manière instantanée. Alors il y a Moshe, beaucoup d'autres poskim qui disent que c'est sûr que là on dit en binyan vestira bekeli. Alors maintenant on me posait la question sur les canettes. Les canettes, d'après l'explication que j'ai donnée tout à l'heure, sur les boîtes, c'est sûr que les canettes se jettent, on ne les garde pas. Donc le fait d'ouvrir une canette pour prendre le coca dedans, dans la mesure où on jette, il n'y a pas bonnet. Il n'y a pas bonnet. Mais pas tout, de mi-caradine, on peut être marmire. Certains vont exiger de faire un trou en dessous avant d'ouvrir, mais bon, je ne connais pas beaucoup de gens qui gardent des canettes pour quelque raison que ce soit. On l'ouvre, on boit, on la jette, oui. Donc, on n'est rien bonnet. Le problème qu'il y a dans les canettes, c'est que c'est fait de telle sorte que lorsqu'on l'ouvre, ça s'ouvre selon une mesure préparée. Et là, on rentre dans une autre mlacha qui s'appelle la mlacha de mechater. C'est mechater. Mechater, c'est couper selon une mesure. Lorsqu'on coupe quelque chose selon une mesure, et on a la kavana bémet de le faire, on tient le constructeur, le fabricant, il le fait de telle sorte que l'acheteur il puisse enlever donc une espèce de couvercle pour pouvoir boire dans un trou bien propre, bien préparé, pré-préparé, vous voyez. Donc le fait de l'ouvrir, c'est quand même problématique à cause de ce problème de mechater. Même qu'on n'a pas la kavana, mais on est intéressé. Ces petits créchets, dénichalés, c'est sûr qu'on fait ces marques comme ça, sont dans la mesure, et on est intéressé. Si on fait un trou comme ça en bois, avec un tournevis ou un couteau, on risque de se faire mal aux lèvres, etc. Donc le fait que maintenant l'ouverture se fasse de manière jolie, bien régulière, c'est un intérêt pour le consommateur. Donc on rentre dans le problème de petits créchets, dénichalés. Donc je suggère, moi j'ai toujours dit qu'il vaut mieux être marmire, de ne pas utiliser les casettes. Si maintenant vous n'avez que ça à boire, vous avez la solution de faire un trou, de détruire et d'enlever. Parce que détruire, c'est permis. Mais faire tout pour ne pas ouvrir selon juste la mesure qui est prévue par l'usine. Vous voyez, vous pouvez prendre un couteau quelconque et faire un trou, il n'y a aucun problème. Puisqu'on est dans cela, je poursuis mon idée. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on a un bouchon, alors je arrive dans le problème des bouchons, tout le monde a entendu parler, je vais tâcher de donner quelques explications là-dessus. Vous vous rapprocherez assez avec la canette. On a des bouchons en fer qui ferment une bouteille de Perrier, bouteille de Coca, certaines, pas toutes. Le bouchon est en fer. Et il y a une petite bague au-dessous de
du bouchon, qui retient bien le bouchon sur la bouteille. Pour en extirper le liquide, qu'est-ce que l'on fait? On ouvre le bouchon et à ce moment-là, il y a la bague qui est au-dessous qui se casse. Elle reste d'ailleurs dans le goulot de la bouteille. Puis vous enlevez le bouchon. Sachez que de très nombreux poskim pensent que là, on fait un issour minatora. Pourquoi? À part le problème que quand ça se casse sur la bague, juste un endroit qui est prédestiné, on peut rentrer dans un problème de méchater, comme j'ai expliqué tout à l'heure, à savoir couper selon une mesure bien précise. À part ça, il y a un problème que vous créez un kéli. Qu'est-ce que vous créez? Je crée un bouchon. Vous allez me dire, mais non. Le bouchon, il existait déjà. C'est lui qui bouchait la bouteille. Je vous dis non. C'est un petit peu comme une boîte de conserve qui a été ressoudée. Ce n'est pas un bouchon, ça a été ressoudé. Pour laquelle, quand vous l'ouvrez, vous créez le kéli. Pareil aussi, si vous ne cassez pas la bague, dans l'immense majorité des cas, c'est vrai qu'il y a des mal faites, et quand vous ouvrez la bouteille, la bague qui est au-dessous ne se casse pas. Bon, mais je ne parle pas de ça, je parle des bonnes bouteilles, les Perrier, les Coca en bouteille de verre. Lorsque vous ouvrez le bouchon, vous cassez la bague. Et donc, le morceau de fer que je vais appeler bouchon vient d'être créé. Vous venez de créer un ustensile qui a la capacité de fermer et d'ouvrir la bouteille. Alors qu'auparavant, avant d'avoir cassé la petite bague, le petit anneau qui est au-dessous, elle n'avait pas une fonction de pouvoir ouvrir et fermer. C'était impossible d'ouvrir ni de fermer la bouteille sans casser le bouchon, sans casser cette bague. Donc, le fait de casser la bague a créé un bouchon. Avant, ce n'est pas un bouchon, il n'avait pas une fonction de pouvoir fermer et ouvrir. Donc, c'est en cassant la bague qu'on crée le bouchon, c'est interdit. Alors, quoi faire dans ce cas-là? Je vous donne une solution. Vous trouverez ça pour donner un nom, le Rabbi Auerbach développe très, très, très longuement ce thème-là. Et les poskim donnent une solution. Donc, j'ai dit qu'ouvrir un bouchon en cassant la bague, il y a un problème de bonnet. Ou peut-être de makeba patiche, d'un coup de marteau. Ce que l'on fait, c'est qu'on va empêcher le bouchon de devenir un kéli. Comme la fameuse boîte de conserve ou la fameuse boîte de thon, que je vais empêcher de devenir kéli en faisant un trou en dessous. Qu'est-ce que je fais? Je prends un tournevis ou un couteau pointu et je fais un trou un peu important dans mon bouchon qui n'est pas encore ouvert. De telle sorte que, qu'est-ce que je gagne? De telle sorte que lorsque j'ouvre le bouchon et que je casse la bague, j'ai certes quelque chose dans la main en fer qui est un bouchon, mais c'est un bouchon qui ne sert à rien. Il est troué par le haut, donc il ne va pas garder le gaz, donc le liquide va perdre son gaz. Et même si ce n'est pas un liquide gazeux, on hésite beaucoup à utiliser. Ça ne sert pas à grand-chose d'avoir un bouchon qui est troué sur le haut. Il peut y avoir un petit insecte qui rentre et tout. Un bouchon, par définition, sa fonction, c'est de boucher, comme son nom l'indique, la bouteille. Dans la mesure où ici, le bouchon, il est troué, donc on n'a rien gagné. Donc je résume l'explication que je donne maintenant. Si vous êtes amené à ouvrir une bouteille avec un bouchon en fer et qui est fermé avec une petite bague en dessous, et vous êtes obligé de casser la bague pour ouvrir la bouteille et ensuite refermer la bouteille avec ce bouchon, tâchez de faire un trou sur le bouchon auparavant avant d'ouvrir le bouchon et de casser la bague. Je ne vous cache pas que RF Pessar, c'est un des jobs que je fais moi-même, on fait pas mal de choses, on fait des salades et tout. Entre autres, je passe un petit moment à ouvrir toutes les bouteilles de jus de raisin. La famille est grande, nombreuse, il y a les 4 verres, donc il y a beaucoup de jus de raisin qui est utilisé. J'évite ce problème en faisant quoi? J'ouvre les bouteilles, ça me prend un petit moment, un petit quart d'heure parfois. J'ouvre une vingtaine de bouteilles, parfois plus, selon les invités, de telle sorte que je serai obligé d'ouvrir pendant Yom Tov, comme moi je demandais tout à l'heure, Yom Tov et Shabbat pour bonnet, c'est la même chose. Donc c'est interdit. Parce que faire le trou dont je vous parle, il faut faire attention que parfois sur le bouchon, il y a une écriture. Et s'il y a une écriture, donc on va rentrer dans un problème de Kotev et Mochek, c'est effacé, c'est interdit. Pas toujours facile. Quelquefois, on peut glisser un couteau pointu entre les lettres et tout, bon, mais c'est un travail pas facile. Donc, j'ai pris l'habitude comme ça d'ouvrir les bouteilles auparavant, avant Shabbat ou Yom Tov, et ainsi, j'ai réglé le problème de bonnet. Rav, même à l'archa avec les bouteilles plastiques, les coca en plastique, les bouchons en plastique? Alors, vous posez une bonne question.
beaucoup de poskim ne font pas de Poser différence cette entre question. le plastique et le... Beaucoup de poskim ne font pas de différence. Ils disent que tout est interdit, Rav Eliashiv et d'autres. Le Rav Auerbach, il fait une différence entre le plastique et le fer. C'est pour ça que j'ai parlé essentiellement du fer. Bon, il y a plusieurs arguments pour dire qu'avec le plastique, il y a moins de problèmes. Un de ces arguments, c'est que quand la bague est en plastique, on peut la déculotter, on peut l'enlever sans forcément casser la bague. On peut enlever le bouchon sans, comme c'est plus mou, on peut l'enlever. Et dans la mesure où on peut l'enlever sans casser la bague, donc c'est moins grave. Donc c'est plus facile, beaucoup plus facile d'être méquille avec un bouchon en plastique. Bon, en tout cas, en fer, il faut vraiment s'abstenir. Voilà. Je reviens sur les canettes. Quand on a des bois de thon qui sont pré-découpés, c'est le même problème que les canettes ou pas? Encore une fois. Les boîtes de thon pré-découpées, c'est le même problème que les canettes ou pas? Le même problème, c'est le même problème. Si vous avez des... Et vous avez raison, c'est bien de me faire... Parce que j'ai toujours l'idée des vieilles boîtes de thon. C'est vrai que de plus en plus, on fait des boîtes maintenant que pour faciliter l'ouverture, on a toujours il y a une espèce d'ouverture qui se fait. Alors, vous avez le même problème. Il faudrait l'ouvrir. Ça serait plus facile d'ouvrir en faisant d'abord un trou au-dessous, ou bien carrément, si on la jette après, il n'y a pas besoin de faire un tour en trou, mais vous l'ouvrez avec un ouvre-boîte, vous voyez, un ouvre-boîte. Mais pas, si le fait d'ouvrir, ça fait une ouverture bien déterminée, bien faite, ça s'appelle Osep Pétard, hein, c'est Osep Pétard. Il y a un problème de faire un pétard yafé, c'est marqué là-dedans comme ça. Faire un pétard yafé, c'est problématique. Oui, vous pouvez avoir le même problème. Vous avez raison, parce que de plus en plus, c'est pour faciliter. Sur les petites boîtes de thon, c'est ça, il y a une ouverture comme ça. Il y a comme sur les canettes, là. On ouvre directement comme ça. Ouais, alors donc vous ferez comme je viens de vous dire. Voilà. Ah, d'accord. Ok, Razan Bib, juste, ça change quoi pour une boîte de thon où le problème c'est de découper suivant la mesure qui a été prévue par le fabricant si j'ai fait un trou en dessous? Puisque de toute façon, si je découpe suivant ce qui a été prévu par le fabricant, c'est toujours le même problème que. On n'est plus dans un problème de faire un keli là du coup. Non, absolument. C'est pour ça que je vous ai dit. D'accord. C'est pour ça que je vous ai dit que si c'est des boîtes qu'on jette, de toute façon, il faudra prendre un nouveau boîte. Absolument. Ça ne sert à rien. Puis de toute façon, on le jette. Donc, le keli que je crée maintenant, c'est plus un keli que je le jette après. Le problème que j'ai, c'est le même problème que la canette, à savoir que quand c'est pré-découpé, je suis en train d'être méchater. Et pour éviter méchater, j'ouvre avec une nouvelle boîte. D'accord. C'est clair? Ouais. Donc, j'ai parlé donc. On a beaucoup parlé donc des kélim maintenant, des kélim. Vous avez aussi le même problème dans les kélim. Si vous avez une paire de lunettes, vous avez des lunettes, des fois la branche de la lunette s'en va. Il faut bien faire attention de ne pas remettre la branche. Vous voyez, c'est complexe de mettre la branche parce que c'est comme un binyan et ça peut être aussi makeba patish, le dernier coup de marteau. Donc on fera attention de ne pas remettre le. Maintenant, il y a des détails. J'aurai l'occasion de vous revenir pour les lunettes, comment faire avec exactitude. Si on peut, par exemple, parfois, on peut mettre une petite épingle pour la tenir. Alors là, selon la largeur du trou, il y a des hétérim, mais je ne vais pas traiter ce problème pour l'instant. C'est un problème qui demande beaucoup de précision que je traiterai un peu plus tard. Je voulais maintenant passer à, pour mémoire, je vous rapporte une halakha intéressante, c'est que si quelqu'un s'est assis sur votre chapeau et le chapeau est devenu comme une crêpe tout écrasée, le fait de redonner une forme, autant qu'on puisse donner une forme à un chapeau écrasé, mais bon, le fait de remettre le chapeau dans sa forme initiale, en faisant le rond, c'est permis. Ça, c'est permis. Sur ça, on dit un binyan bakelim. C'est rien du tout comme ça. C'est donc on a le droit. Une question aussi qu'on demande souvent, est-ce qu'il y a binyan? Donc on a parlé dans la maison, on a parlé dans les ustensiles, on peut maintenant be'ochalim. Est-ce que ça existe? Binyan dans la nourriture. Alors, sachez que ça peut exister, oui. Si on fait des formes, et que, par exemple, imaginons que pendant Shabbat, vous soyez amené vous avez des petits morceaux de poisson, et puis vous faites une forme avec le poisson, vous reconstituez la forme du poisson. Le Kitsour, il rapporte qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire des formes vraiment qu'on veut. Il faut faire attention, hein, parce que quelquefois dans les buffets, je vois que le présentateur, enfin le traiteur, il laisse faire ses employés. Bon, c'est des goyim, on peut les laisser faire, mais si c'est des juifs qui le font, faire des formes de cette manière dans les ochalim, il y a un oui binyan.
D'abord, tout à l'heure, j'ai cité le fromage. Ça peut être la Minatora, faire du fromage. Mais hors du fromage, il y a aussi un hidour quand vous faites, par exemple, la salade avec les œufs écrasés, les oignons, l'ail écrasé. On fait comme ça des petites formes. Il y a des petits raviers, comme ça, on fait des formes bien plats et tout ça. Il faut éviter de faire des formes dont on profite. C'est une khumra de ne pas faire une forme, de faire une binyan dans la nourriture. Ba'ochalim. Bon, c'est une khumra, c'est rapporté dans le Kitzur Shulchan Aruch. Par contre, faire du fromage blanc, ça, c'est pas un khumra, c'est un vrai din. Dans l'homme, y a-t-il binyan dans l'homme? Oui, ça existe. Par exemple, une jeune fille qui veut se faire des nattes. Faire une natte, donc elle est en train de tresser sa natte pendant Shabbat, c'est assimilé à bonnet. Toute une gemara longue qui parle de ça. On ne fait pas des nattes. Il ne faut pas non plus les défaire. Bon, maintenant, si une jeune fille, elle a fait une natte avant Shabbat et elle enlève l'élastique avant de dormir, sachant qu'à la suite de sa nuit de sommeil, la natte va se détacher, ça, c'est possible, ça se fait tout seul. Mais détacher la natte, c'est sauter, c'est déconstruire, hein, défaire. Et faire la natte, c'est interdit aussi. De la même manière, bon on n'a pas ce minag-là, mais bon, il y a certains artistes qui ont un salsela teromemena. Hein, c'est faire comme ça des péotes, et enrouler les péotes, les faire tout rond comme ça. On ne fait pas ça à Shabbat. De la même manière, fixer une chevelure. C'est assimilé, bien sûr, je suis en train maintenant d'élargir le débat. Y a-t-il bonnet chez la femme? La femme, elle veut mettre de la laque sur ses cheveux. Le fait de fixer les cheveux, ou la perruque, pour un homme qui voudrait qu'il ait la coquetterie de mettre de la laque sur sa barbe parce qu'elle va de tous les côtés, il faudra le faire, mais bon. En tout cas, sachez qu'il y a un problème shabbatique. Problème shabbatique de fixer les choses qui est assimiler, dommer les bonnets. Vous voyez, le bonnet, ça existe partout. On peut rencontrer un problème de bonnet, même dans les cliots searot, dans les cheveux, dans les nattes des cheveux, c'est un problème. Et rouler sa barbe fixée avec une pince. Ouais, rouler sa barbe, c'est-à-dire vous la roulez pour qu'elle soit en dessous là. Ouais. Voilà. Ouais, en fait, c'est une manière de la cacher, mais pas intéressé par le fait qu'elle soit roulée. Vous n'êtes pas intéressé par faire des péotes ou par faire une natte. Ce que vous voulez faire, c'est une manière pratique de la cacher. Donc, vous pouvez comme ça juste la rouler un petit peu, la mettre en tout, mettre une épingle quelconque qui va tenir. Ça, c'est pas interdit. Ouais. C'est pas interdit. Même avec leur châche, Rav, même avec leur châche d'enlever un poil ou un truc comme ça. C'est pas psychréché. Si c'est psychréché, en général, c'est pas psychréché, c'est pas sûr. Dans la mesure. Ouais. Donc, c'est d'abord. Ça se passe, mais en général, ça se passe, quoi. Oui, ça s'appelle d'avoir chenit kaven, on n'a aucune cavane à enlever. Et c'est pas sûr que, surtout si on le fait délicatement. Maintenant, si vous forcez, c'est sûr que vous allez enlever un cheveu. Mais si on le fait délicatement, c'est pas sûr. Même s'il se déchire, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que je le fais au fin de manière que c'est pas psychréché, c'est pas sûr que je vais arracher des cheveux. Si je le fais de manière que c'est pas sûr, c'est mouta. Ça s'appelle davachin kabel, bélo psychréché. C'est sans kavana et sans certitude. Donc, voilà. Rav, et si vous avez parlé du chapeau écrasé, mais est-ce qu'on a le droit de retourner un col de chemise pour habiller les enfants? Des fois, le col, il monte, on peut le replaquer, même les manches, le bout des manches. Vous avez le droit de le faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est créer un pli. Si vous créez un pli, mais en général, on ne peut pas créer un pli Shabbat. Je vais déplier, c'est tout. Ouais, non, mais sinon, là, vous avez le droit de le faire. Arranger un col, vous avez le droit de le faire. Ça ne rentre pas dans Binyan. Absolument. Excusez-moi, je n'ai pas compris l'histoire du chapeau. Alors, j'étais là au cours. Je n'ai pas compris. Non, il y a comme ça, je vous dis, dans Mikbatch, Nikamta, les poskim, quand vous écrasez un chapeau, le fait de le remettre dans sa base, c'est comme une forme dans le Kéli. Vous êtes en train de reformer la chose. Vous voyez? Donc, on pourrait penser qu'il y a un problème, peut-être Midera banane seulement, mais de Binyan Bekeli. Vous êtes en train de bonner un chapeau. Quand c'est une crêpe comme ça écrasée, c'est plus un chapeau. Ça ne sert plus à rien. Vous voyez? Ok. C'est que c'est interdit. Je vous dis non. Les poskim disent que c'est permis. Ah, d'accord. Rav, je peux poser une question sur la semaine dernière? Oui.
Quand vous avez parlé de bichoul, alors j'ai voulu rentrer un morceau de viande qui sortait du frigidaire pour le mettre dans le kélichlichi, mais autour de la viande, quand il est trop froid, alors ça fait comme une gelée de viande. Alors, je ne savais pas si on avait le droit ou pas, parce que est-ce qu'il y a un yann d'enlever la gelée quand il s'est formé? Alors, Vous voyez de quoi je veux parler? oui. Alors, dans votre question, il y a deux choses. Il y a d'abord cuire. Oui. Cuire. Dans la mesure où c'est dans Kélichlichi, il n'y a pas un problème de cuire. D'accord. Voilà, il n'y a pas de problème. Mimanafchar, de deux choses l'une. Ou bien la gelée, c'est considéré comme davar yavesh qui a déjà cuit, et bichoul ar bichoul. Oui. Et si c'est davar lach, on va dire qu'on va aller d'après l'état final, pas d'après l'état initial. On va dire que la gelée va finir par fond, elle va devenir liquide. Ça, dans un liquide, il y a oui bichoul ar bichoul, mais de toute façon, on est mis dans Kélichlichi. Donc, Ah, voilà. Ah, c'est pour ça que je l'ai mis dans le kélichlichi, parce que je me demandais. À cause de ce problème que l'eau, quand elle, que la gelée, une fois qu'elle fond, elle devient liquide, il peut avoir un problème. Bon, maintenant, la question qui reste dans votre question, dans ce que vous demandez, c'est qu'on est en train de faire fondre quelque chose. Oui, voilà, c'est ça. À mesure où vous le faites fondre dans un liquide, donc ça veut dire le résultat final, finalement, ça va être un liquide. C'est comme si vous faisiez fondre du sucre dans un café. Le résultat final, c'est que c'est un liquide. C'est le même halakha qu'un glaçon. Un glaçon, on ne doit pas le laisser fondre dans un verre vide. Mais si le glaçon est de l'eau, c'est-à-dire on ne voit pas une nouvelle création. On voit que l'eau peut-être augmente de volume, mais on ne voit pas une nouvelle création dans le verre. Il y avait de l'eau, maintenant avec un glaçon, le glaçon peut-être disparaît, mais il y avait de l'eau au départ. Donc c'est permis. Vous avez le droit de mettre des glaçons dans de l'eau, Shabbat. Un stockable et le refroidir. Donc, pareil aussi dans votre cas, ce problème-là de faire fondre, il n'y a pas de problème puisque vous l'avez fait dans un bouillon qui est chaud. Donc, il n'y a aucun problème. Non, pas dans un bouillon, je l'ai fait dans les haricots. Pas dans le bouillon, dans des haricots. Les haricots, ils étaient un petit peu plus mouillés, mais le résultat final, c'est que on n'a pas l'eau. Fondu, vous voyez, c'est juste le résultat des haricots, ils étaient un peu plus grands, on va dire. C'est moutard, madame. Il n'y a pas de problème. Et Rav, juste pour savoir, et de l'eau, du coca sur des glaçons, moutard ou pas? Est-ce qu'on a le droit de mettre de l'eau sur des glaçons? Oui, mais vous avez dit glaçons pour refroidir le coca ou l'eau, permis. Mais des glaçons dans un verre qui n'ont pas encore fondu, mais mettre un coca dessus, je ne sais pas. Ah, vous dire par exemple. Allô? Oui, attendez une seconde. Quand il y a des arrêts, c'est parce que si je reçois des coups de fil, je suis obligé de couper. Donc ça coupe pendant 2-3 secondes. Non, si maintenant vous avez, imaginez par exemple que vous avez mis des glaçons dans un verre vide. Je vous dis, c'est interdit. On va voir. Interdit. Bon, encore une fois, il y a des discussions et tout, mais nous, on est Noé comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Pour ne pas rentrer dans le problème de voir le glaçon qui se transforme d'état solide à état liquide, on met un peu d'eau dedans. Vous pouvez le faire après, ça. Ça arrive très souvent. Je sais des gens qui ne connaissent pas ces halachot, donc ils vident leur bac à glaçons dans un bol. Donc, je vois des glaçons. Dès que je vois ça, je prends un peu d'eau et je mets dedans. Vous voyez? De telle sorte qu'on voit la transformation. Clair? Oui, mais alors, ça veut dire, pour parler clairement, un verre, je peux mettre des glaçons et après mettre le coca dedans ou le contraire alors? Normalement, il vaut mieux mettre le coca et puis les glaçons. Ah, d'accord. Si vous mettez le coca tout de suite après, les glaçons n'ont pas le temps de fondre. Non, oui, c'est ça que je dis. Voilà, donc vous pouvez le faire. Si vous le faites de manière immédiate, il n'y a pas de problème. Oui, c'est automatiquement, on met le glaçon et le coca après. Quoi. Alors, si vraiment vous êtes. Oui, mais c'est. Mais enfin, il vaut mieux faire le contraire. D'accord. Oui, non, vous savez très très bien. Peut-être vous faites attention, mais quand les enfants, si vous leur dites pas toujours de mettre d'abord le liquide, ils vont laisser leur glaçon fondre tout seul. Ils finissent le verre de coca et puis ils laissent le glaçon à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut que les glaçons soient toujours dans un liquide. D'accord, c'est bon. Merci. Voilà. Bon. Autre question? Une dernière question par rapport au cours de Zoré. Alors, j'ai un pull qui est tombé dans la poussière Shabbat et je voulais les pousser dans mon balcon. Alors après, je ne savais pas parce que est-ce que si je secoue mon pull dans le balcon, ça s'appelle Zoré ou pas? Parce que c'est à l'air. Mais attendez une seconde. Qu'est-ce qui était. La poussière est tombée où?
J'ai pas compris ça. Mon pull, il est tombé dans la poussière par terre et je voulais pas le remettre comme ça, je voulais un peu le secouer. Alors, je voulais aller au balcon pour le secouer et le porter. Et après, je me suis dit, je ne sais pas si c'est zoré ou pas. Parce que le balcon. S'il y avait du vent dans votre balcon, c'est problématique. Ouais. Il fallait le secouer très, très, très doucement, sans vent. Ah, d'accord. Et s'il n'y a pas de vent, on peut. Oui, il faut faire attention quand même, mais vous faites doucement. Si vous enlevez les miettes comme ça, sans le secouer vraiment, juste ça se laisse tomber, c'est moutard, oui, absolument. Ah, merci. Voilà. Autre question? C'est bon? Je vais ajouter encore une ou deux questions, une ou deux à la fois, pardon. Je vais laisser le OL. La semaine prochaine, je parlerai de OL, comment est-ce qu'on fait. On va faire OL, les enfants qui rentrent de lits superposés, ils mettent un drap, ils jouent à papa-maman, ça, ils créent un petit OL comme ça. Est-ce qu'on a le droit de mettre une planche sur 2 tréteaux? Je parlerai de tout ça la semaine prochaine. Est-ce qu'on a le droit de mettre une mechitza à la choule pour séparer les hommes des femmes? Ça s'appelle faire OL, tout ça, j'en parlerai après. Mais à la suite de tout ce que je vous ai dit sur Binyan Bekeli, les boîtes, etc., sachez que si une table, une chaise, eh bien, le pied est parti, le pied s'est cassé. Il est clair qu'on n'a pas le droit de remettre le pied, c'est bonnet. Mais si la chaise en question, elle n'est pas utilisable, elle devient mouxée. Si vous voyez une chaise comme ça qui est sur 3 pieds maintenant, elle est mouxée. Avec le pied, vous la poussez dans un coin et vous dites on n'utilise plus. Puisqu'elle a perdu sa fonction ou de table ou de chaise, elle devient mouxée. Donc faites attention de ne pas la déplacer comme si de rien n'était. Je vous donnerai un chiour sur mouxée. Vous savez, c'est très complexe mouxée. Qu'est-ce qu'on a le droit de toucher, qu'est-ce qu'on ne va pas toucher. Et on sait combien. Le Tania qui explique que c'est un issur des Rabbanan, mais la Dvekout Ba'Hashem, ça passe aussi par ces détails dans des choses qui, quelquefois. Par exemple, si quelqu'un il s'assoit sur une chaise et qu'elle se casse, il ne peut plus la Quelqu'un pousser. qui Si quelqu'un il casse une chaise quand il s'assoit dessus. Voilà, il y a une chaise. Ça va exprès. Sur une chaise, il se trouve 4 fers en l'air, la chaise devient mouxée, elle n'est plus utilisable. Ah ouais. Ouais. Il faut le savoir, ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent cette chose-là. Donc, faut la mettre. Alors, si vous cassez un ustensile, par exemple, vous cassez du verre, par exemple, hein, un verre en verre, les morceaux, les débris de verre sont mouxés. À ce moment-là, hein, il y a une exception, les Chachamim disent qu'on peut les enlever le plus rapidement possible et de quelque manière que ce soit, à cause du nézek que cela peut engendrer. Ça peut faire un dommage. Hein, les enfants, même la neige, peut faire très mal avec du verre. Donc, mais c'est quelque chose qui est interdit, à cause du mouxé, ça ne pue à rien, mais dans la mesure où ça peut faire du mal, je peux les enlever. Hein. Schéma Inazek Baem. Voilà. J'avais une petite question, s'il vous plaît. Approchez-vous du micro. À propos de mettre une mérita de façon provisoire, est-ce que ça s'appelle bonnet ou pas? À la choule. Alors, je vous réponds, mais ne me demandez pas pourquoi. Hein. Je vous donne le psaque. Et comme j'ai dit, bien j'en parlerai plus longuement, j'expliquerai le fond du problème la semaine prochaine. C'est permis de mettre une mechitza à rail entre les hommes et les femmes. Les gens font makpid quand il y a un Shabbat Brachot de mettre une mechitza entre les hommes et les femmes à la choule. On peut avoir certains, chez nous à la choule, on a des mechitzot sur roue. Elles sont collées au mur en général, parce que la semaine, on a besoin de place. Le Shabbat, on crée donc Esat Nashim et on met les mechitzot pendant le Shabbat. Et quelquefois, on les enlève et tout, c'est permis. J'expliquerai pourquoi. Théoriquement, ça devrait être assourd parce que je crée vraiment de réchouillot, je crée deux parties distinctes. Mettre un paravent entre les hommes et les femmes, c'est permis. Et ça s'appelle bonnet. Moi, une question là-dessus, on va clore le débat. Si par exemple, je suis en train de faire Birkat Amazon, je fais Birkat Amazon, et il y a un enfant, un petit enfant qui me tourne autour, qui est à côté de son papy, et il me laisse la couche avec tout ce qu'il y a dedans, à côté de moi. Je ne peux plus faire Birkat Amazon. Assour, les palais, les finales de soir. Mettre un paravent entre moi-même et la tsoa pour continuer mon Birkat, c'est interdit. Faire une mechitza pour me séparer de la tsoa ou de quelque chose qui m'interdit de faire le Birkat Amazon, eh bien, c'est interdit. Par contre, mettre une mechitza entre les hommes et les femmes, ce n'est pas interdit. Allez, je vous envoie la question. Répondez-moi ça. La semaine prochaine, vous aurez la réponse. Alors, la semaine prochaine, parce que là, on arrête les questions.
Je remercie tout le monde. Merci Rav Zerbib. J'avais une question, j'avais Non, levé la parce que je suis obligé de couper là. Je suis Allez-y, désolé. madame. Allez-y. Gardez votre question. Vous pouvez me l'envoyer. Moi, je la transférerai au Rav Zerbib. OK. Merci Allez, beaucoup. bonne soirée à tout le monde.